Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakil. Bienvenue dans cette série et très bonne année 2025, qu'elle vous apporte de la joie, du bonheur et des légumes confits à l'ail et au citron. L'épisode que vous allez entendre aujourd'hui est un peu différent d'habitude. Il est extrait du Festival des idées Chaleur Humaine qui s'est tenu le 14 décembre 2024 au Théâtre de la Ville à Paris. Ce jour-là, j'y ai reçu 10 invités qui étaient déjà venus dans Chaleur Humaine et je leur ai d'abord parlé de ma passion pour la guerre des étoiles parce qu'en ce moment, j'ai souvent l'impression que le côté obscur de la force est en train de l'emporter contre la transition climatique. Du coup, j'ai demandé à chaque invité de nous donner une bonne idée pour 2025 pour démarrer du bon pied pour le climat et la biodiversité. Vous allez entendre maintenant l'une de ces idées et j'espère qu'elle pourra vous inspirer. Voici donc l'avant-dernier épisode de cette série d'hiver. Cette fois-ci, j'échange avec Anaïs Voigilis, spécialiste de l'industrie et de la réindustrialisation. Elle plaide pour défendre l'industrie ici en Europe en taxant plus ce qui est produit ailleurs dans des conditions polluantes. Vous allez voir, je commence par me tromper dans un chiffre. Je dis que l'industrie en France émet 10% de gaz à effet de serre, alors qu'en fait c'est 18%. Mais heureusement, mon invité, Anaïs Voigilis, me corrige rapidement. Toutes mes excuses pour cette erreur. Bonne écoute. Alors, je suis pas spécialiste de mode, mais quand on me parle de vêtements, ça va, je vois à peu près de quoi il est question. Mais l'essentiel de ce qui compose nos vies, c'est pas simplement des tonnes de coton. C'est plutôt des tonnes de ciment, des tonnes d'acier. En France, l'industrie, c'est 10% de nos émissions de gaz à effet de serre. Quand Anaïs Voigilis est venue dans Chaleur Humaine, j'espérais qu'elle allait me donner la recette pour me dire, voilà comment on va faire une industrie verte. Sauf qu'en fait, elle m'a vite fait redescendre sur Terre. L'industrie, ça a des impacts et on peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est décider ce qu'on veut produire en priorité et comment on le fait. Parce que pour l'instant, comme l'a dit Julia Faure, on importe massivement des tas de choses. Ça va du grille-pain à la voiture, en passant par les panneaux solaires, qui sont fabriqués dans des pays dans lesquels l'électricité est faite massivement avec du charbon. On n'en veut plus trop. L'idée d'Anaïs Voigilis, c'est celle-ci. Si un pays fait tourner ses usines avec beaucoup de charbon, on le taxe. Et on le taxe beaucoup plus. Et on décide, avec cet argent qu'on récupère, comment on l'utilise pour réussir la transition chez nous, mais aussi là-bas. Bonjour Anaïs Voigilis. Bonjour, je vais sortir mon anti-sèche avec les blagues d'abord pour commencer. Alors, vous, votre idée, c'est de dire il faut faire payer plus cher le gris dans l'industrie pour pouvoir favoriser les pratiques industrielles qui sont les plus vertueuses. Comment ça pourrait marcher ? Alors c'est un grand sujet. Je me permets juste un moment très désagréable qui va être une correction sur le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie en France. C'est plutôt 18%. Et ça ne comprend pas toutes les émissions importées liées à notre consommation, puisqu'à chaque fois que vous achetez un produit qui n'est pas produit sur le territoire français, vous importez son bilan carbone, qui en général est moins bon que si vous produisiez le même produit en France. Et c'est de là que vient l'idée de taxer beaucoup plus fort les produits qui viennent de pays qui ont dans leur mix électrique, c'est-à-dire qui utilisent du charbon pour produire de l'électricité. Pourquoi est-ce qu'il faut se poser cette question ? C'est qu'on est confronté à un triple défi. Le premier, c'est qu'il faut financer notre transition écologique et énergétique. Et là, les rapports se multiplient pour dire que ça coûte des centaines de milliards d'euros. Le deuxième enjeu, parce que vous êtes tous électeurs, c'est qu'il faut préserver le pouvoir d'achat de tout à chacun et que personne est prêt aujourd'hui à renoncer, sauf peut-être les gens dans cette salle, mais je vais poursuivre le running gag du début de la journée. Personne n'est prêt à réellement renoncer à une partie de son pouvoir d'achat pour des produits mieux-disants sur le plan environnemental et social. Quand je dis personne, c'est les citoyens, les entreprises, les financeurs des entreprises, y compris les syndicats, et je reviendrai sur une mesure simple à la fin. Et la troisième chose, c'est qu'il faut réduire, ou en tout cas essayer de ne pas faire exploser la dette publique. Donc ça fait un triple enjeu qui est extrêmement complexe. On doit financer la transition tout en préservant notre niveau de dépenses publiques. Donc il y a un petit enjeu de financement à aller chercher. Et la chose dont on se rend compte, et c'est là que mon anti-sèche, et en fait, c'était pas des blagues, mais des chiffres,
Et parce que dans l'industrie, on rigole pas, on fait pas de blagues, hein, on est concret. Alors, c'est une sorte de taxe carbone aux frontières. Mais vous allez me dire, il y a le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Non, personne ne va dire ça. Mais C'est-à-dire, en fait, personne ne va dire « Ah tiens, je pensais justement au mécanisme carbone d'ajustement aux frontières. » Non. Par contre, on se dit... En me rageant ce matin. Mais ça casse ma blague, du coup. Ça pourrit tout, là, mon enchaînement. Mince. Ça fait des semaines que je la prépare. Pardon, mais c'est vrai qu'on se dit, il y a déjà un truc qui existe, qui est une taxe carbone, et ça n'a pas l'air de très bien marcher. Vous savez, c'est complètement claqué au sol, ça sert à rien. Concrètement, ça sert quelques industries, enfin, c'est censé protéger quelques industries, qui sont les industries de l'amont, les industries lourdes, les producteurs d'acier, de ciment, d'aluminium. Le problème, c'est que vous pouvez le contourner très facilement en achetant des produits finis qui viennent de l'autre bout du monde. Donc, on se dit, ce truc, ça ne marche pas, c'est pas opérant pour protéger nos industries et c'est pas opérant pour assurer la transition écologique et énergétique. Ce qu'on sait, c'est que 27% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, elles sont liées à la production d'électricité par le charbon. Et quand on regarde qui produit de l'électricité par le charbon, on se rend compte qu'on a une quinzaine de pays qui produisent, alors je vais pas parler de terawattheure parce que, en plus j'ai un copain qui me reprend à chaque fois parce qu'il m'explique que je confondais tout, donc je n'enverrai pas le replay. Ça c'est sûr. Bon. Toujours est-il que pour ces pays, dans ces pays, vous retrouvez qui? Vous retrouvez la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Indonésie, etc. On peut se dire, on met une taxe qui est à l'entrée de la frontière européenne, qui est proportionnelle au poids que le charbon représente dans la production d'électricité. Donc, par exemple, pour la Chine, ça ferait une taxe à 61%. Pour l'Inde, ça ferait une taxe à 75%. Pour l'Afrique du Sud, une taxe à 86%. Donc, c'est-à-dire avoir un mécanisme qui, avec cette taxe, nous permet à la fois de financer notre réindustrialisation et notre transition écologique et qui permet également, parce qu'on peut aussi décider de répartir cette taxe, éventuellement d'amener une contribution financière pour les pays qui ont été premières victimes du réchauffement climatique. Parce que bien entendu, il y a un truc merveilleux qui se passe dans le réchauffement climatique, c'est que tous dans cette salle, y compris moi, bien sûr, nous sommes responsables du réchauffement climatique beaucoup plus que le reste de l'humanité. Par contre, nous serons les derniers à supporter les conséquences et les premiers à en supporter, c'est ceux qui sont le moins responsables. Oui, sauf qu'aujourd'hui, si on disait à un certain nombre de pays dans lesquels on achète énormément de choses, en fait, on va taxer massivement tout ce qu'on importe de chez vous. Bon, il y a toutes les raisons de penser que, d'abord, ils seraient pas exactement ravis, et deux, qu'ils exerceraient des sanctions commerciales à l'égard de la France, de l'Union européenne. Comment on fait pour arriver à discuter de taxer ce qui est produit à partir de charbon ou dans les pays qui produisent avec beaucoup de charbon sans que tout ça ne se transforme en guerre commerciale qui serait défavorable à tout le monde? C'est vrai. Alors, je pense qu'à un moment, il faut que les décideurs politiques achètent du courage, pour pas dire autre chose. Parce que fondamentalement, aujourd'hui, qui ne met pas de taxes? Les Chinois voulaient vendre un truc en Chine. En fait, il a fallu faire du transfert de technologie, des joint ventures, et il y a des secteurs qui ont été interdits d'accès aux entreprises européennes parce qu'ils étaient jugés stratégiques par la Chine. Qu'est-ce que fait Donald Trump? Qu'est-ce qu'a fait Joe Biden? Qu'est-ce qu'a fait Barack Obama avant? Et ils ont fait, alors Barack Obama et Joe Biden, ils ont ciblé les mesures contre la Chine. Trump, comme il déteste tout le monde, il le fait contre tout le monde parce qu'il faut rendre l'Amérique grande encore et tout ça. Mais nous, en Europe, qu'est-ce qu'on fait? On accepte que tout rentre comme si de rien n'était, que le monde était magique et que les gens allaient changer parce que, bien entendu, le rapport de force n'existe pas. Et si, c'est une chose, et ça c'est peut-être mon passé militant dans des obscurs mouvements syndicaux, mais la première chose qu'on apprend, c'est le rapport de force, ça existe, c'est inhérent aux sociétés humaines, et il faut assumer d'avoir des rapports de force. Et l'Union européenne a la capacité de le faire. Bon, modulo qu'on est 27 et mais c'est comme un repas de famille, c'est difficile de s'entendre à 27. Surtout quand vous avez un tonton grincheux et la tante raciste. Ça, c'est Viktor Orban et Giorgia Meloni. Oui, mais sauf que... Enfin, moi, ils sont pas à table à Noël, mais malgré tout, c'est quand même pas si facile que ça de se mettre d'accord là-dessus. Et si on le faisait, est-ce que ça risquerait pas d'être défavorable à des pays du Sud qui vont pas changer leur mode de production d'électricité du jour au lendemain? L'Inde, ils produisent avec beaucoup de charbon, ils peuvent pas du jour au lendemain dire vous nous taxez donc on arrête le charbon. Ça peut pas se construire de cette manière-là. Non, alors bien entendu, ce sont des choses qui prennent du temps et c'est aussi le temps de reconstruire les chaînes de valeur qu'on a en Europe. Mais la question est qu'on n'a pas vraiment le temps. Donc je pense qu'on peut le faire progressivement pour renforcer les chaînes de valeur en Europe. Eh bien, une chose qu'il va falloir faire, et là, vous allez vous dire, on est bienvenue dans le tiers-monde, mais c'est les transferts de technologie. C'est-à-dire que si la Chine veut,
veut exporter, il faudrait plutôt dire, en fait, vous venez produire sur le territoire européen avec des transferts de technologie. C'est toute la question qui est en train de se passer sur les batteries pour véhicules électriques. La deuxième chose... C'est-à-dire, pour bien comprendre, qu'on propose aux entreprises de ces pays-là de venir installer des usines en France pour aider à la réindustrialisation avec nos normes sociales et environnementales ici. Exactement. Et la deuxième chose, et ça je pense que c'est un discours de fermeté qu'on doit avoir et qu'on doit s'appliquer à nous-mêmes, c'est de dire, nous nous imposons des normes sociales et environnementales très élevées. Alors, il y a plus mon nom, moi je travaille un petit peu dans les industries lourdes, donc c'est pour ça que je suis pas drôle. Dans ce qu'on voit, c'est qu'on a des normes qui sont extrêmement contraignantes. Et je suis ravie tous les jours d'essayer de me mettre en conformité avec des normes contraignantes. Le problème est que rentre sur le territoire tout et n'importe quoi qui n'est pas soumis aux mêmes normes que nous. Donc on peut aussi prendre la décision que dans certains biens, et en particulier les biens qui ne sont pas stratégiques, c'est-à-dire qui ne servent pas à nous nourrir, à nous défendre, à nous soigner, à nous déplacer, nous pouvons décider d'interdire certains produits et d'inverser la charge de la preuve. Vous voulez rentrer sur le territoire européen, prouver que vous respectez exactement les mêmes normes sociales et environnementales que les produits fabriqués en Europe. On peut pas rester la passoire du reste du monde parce qu'en fait derrière ce qui joue, et c'est ce qu'a expliqué Julia, ce sont nos emplois, c'est de la fiscalité pour des services publics et c'est tout simplement notre modèle social. On n'a plus le temps de se dire peut-être que la Chine va pas être contente et que Xi Jinping il va se mettre en colère. Et il se mettra en colère et il ira gérer son pays et nous qu'on gère nos affaires et qu'on se donne les moyens de se défendre. Et alors, si on veut justement faire ça à partir de 2025, par quel bout on prend les choses pour voir, par exemple, naître un tel type de taxe sur les produits les plus carbonés ? Alors, c'est un petit effort de lobby qu'il va falloir faire auprès de l'Union européenne. Et je pense que la doctrine au niveau de l'Europe est en train d'évoluer. Et il y a aussi peut-être ce que nous, on peut faire à l'échelle individuelle. Parce que je crois qu'on a tous un pouvoir d'action qui est phénoménal et on ne s'en rend pas compte. Si vous ne décidez pas de changer les choses par vos actes individuels, d'autres le feront pour vous et je vous assure que ça sera toujours moins fun, surtout si vous aimez votre liberté. Plusieurs choses. Donc, il y a travailler, et ça c'est plutôt le rôle des entreprises et des syndicats, pousser sur l'évolution de la réglementation européenne et la réglementation nationale. Et la France commence à prendre conscience parce que l'industrie il reste plus grand chose et puis là vu ce qui se passe, bientôt il restera plus rien. Je vais devenir expert de la désindustrialisation. La deuxième chose, c'est qu'à titre individuel, vous avez un pouvoir d'agir et de changer les choses avec à la fois une réflexion sur vos actes de consommation, sur la sobriété, en travaillant sur la sobriété, sur vos usages, etc. Et beaucoup de choses ont été dites là-dessus. La troisième chose, c'est que vous avez le pouvoir de soutenir très concrètement les emplois et ce qui est fabriqué en France, donc de montrer aussi qu'on peut orienter les financements vers ces emplois-là. Il y a un outil qui est très simple puisque c'est bientôt Noël, c'est la carte française. Par exemple, ça vous permet d'acheter des produits qui ont été fabriqués en France et de les mettre sous le sapin de vos proches. Pas grand-chose. Et les syndicats peuvent faire la même chose avec toutes les cartes cadeaux au lieu de dire oui, mais je veux préserver le pouvoir d'achat, que mes salariés puissent acheter plein de trucs fabriqués en Chine. Non, en fait, préserver le pouvoir d'achat sur le long terme, c'est permettre d'acheter des produits fabriqués en France. Et vraiment, j'insiste sur une chose. Si vous devez sortir de cette salle, j'espère que vous intéresserez à l'industrie parce que c'est quand même vachement fun. Et la deuxième chose, c'est de prendre conscience que vous avez tous, individuellement et collectivement, le pouvoir de changer les choses, mais surtout, vous avez la responsabilité de le faire. Parce que faire peser les conséquences de nos choix sur les autres, ce n'est pas ni philosophiquement, ni sur le plan humain, quelque chose de soutenable sur le long terme. Et collectivement, je vous assure que se lever le matin pour essayer de changer les choses, c'est déjà une réponse à la quête de sens. Merci Anaïs Voigilis d'être revenue dans Chaleur Humaine. Voici ce que je retiens de ce que m'a dit Anaïs Voigilis. Puisque le charbon, c'est l'énergie fossile la plus émettrice de gaz à effet de serre, c'est une bonne idée de commencer par sanctionner plus fortement. Bien sûr, cette idée aura du mal à être appliquée du jour au lendemain, mais comme elle le dit bien, elle permet d'installer un rapport de force qui dit « Notre avenir, le fait de vivre sur une planète habitable, ça c'est pas négociable. Donc on commence par là. Il ne s'agit pas de se barricader, mais plutôt d'encourager tout le monde, y compris nous-mêmes d'ailleurs, à aller dans la bonne direction. » J'ai bien retenu aussi son idée de convaincre le CSE de son entreprise de privilégier des achats made in France. Ça, c'est une action individuelle qui a tout de suite un goût très collectif et je crois que c'est quelque chose qu'on peut être nombreux et nombreux à faire dès maintenant.
Merci d'avoir écouté cet épisode extrait du premier Festival des idées chaleur humaine et bravo d'être resté jusque-là. Ça fait déjà 9 épisodes que vous écoutez. Pour réagir, comme d'habitude, vous pouvez écrire à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Vous pouvez aussi y envoyer votre meilleure recette d'apéro qui marche avec tout le monde et que je vais pouvoir recopier dans les prochaines semaines. À cette adresse, vous pouvez aussi m'envoyer votre meilleure astuce pour un apéro bien réussi. Demain, dernier extrait du Festival des idées avec la sociologue Dominique Méda. À demain!